Bonjour à tous, moi c'est Lucie, du 21e siècle. Mon univers, bon, tu le connais, le même que le tien en gros. Je me disais, les gens d'avant, style vraiment avant, genre au Moyen-Âge, ils en avaient des bouquins, comme nous. Ils écrivaient quoi? Comment? Pour qui et tout ça? Et si nous, on voulait refaire un de leurs bouquins, à l'ancienne, tu vois, on pourrait? Parce que moi, perso, ce que j'écris, c'est surtout des textos. Mais là, j'ai rendez-vous à la bibliothèque pour enquêter sur tout ça. Avec un type, Hildebert. Il s'y connaît vraiment en vieux bouquins. Je crois qu'il est d'époque lui aussi. Ah oui, et tu hallucinerais, il n'arrête pas de parler d'une femme aussi. Trop une star. Elle est du 12e à ce qui paraît. Bon, je t'expliquerai. Et Hildebert, vous êtes là? Bonjour Lucie. Ne t'inquiète pas, ma voix va te guider. Mon époque, tu vois, n'est pas la même que la tienne. Nous avons une sacrée différence d'âge. 9 siècles nous séparent. Ah ouais, quand même. Waouh, il a l'air génial ce vieux bouquin. C'est quoi? Tu as beaucoup de chance de voir ça, Lucie. Ce manuscrit est très précieux. Il s'agit de la Bible de la Sauve majeure. Il date de la fin du XIIe siècle, il a donc presque 900 ans. C'est trop mignon ces petits dessins. C'est quoi? Ce sont des enluminures, des décorations peintes des manuscrits. Là, tu vois, c'est un S, une initiale, une lettrine, ornée, qui marque le début d'un grand chapitre de cette Bible. Là, par contre, cette initiale est historiée. Elle raconte l'histoire du prophète Jonas, qui a été jeté à la mer par l'équipage du bateau, car il avait désobéi à Dieu. Il est ensuite avalé par un gros poisson, ou une baleine. Génial! C'est comme nos bandes dessinées en petit. Et le style de l'enluminure et de l'écriture nous permettent d'être certains qu'elle a été copiée en grande partie par des moines du Mont Saint-Michel. Des moines? Et pourquoi le Mont Saint-Michel, et pas dans une grande ville? Jusqu'au XIIe siècle, c'est dans les monastères et cathédrales que se faisait la copie et la peinture des manuscrits. Et regarde, ils travaillaient ensemble dans un scriptorium, plusieurs heures par jour, et pour cette Bible de 808 pages, il aura fallu plusieurs copistes et enlumineurs pour la réaliser, et des années de travail. Eh bien, le Mont Saint-Michel était un monastère célèbre au Moyen-Âge, très actif dans la production de manuscrits et qui attirait de nombreux savants. Mais regarde, cette initiale en V a des couleurs différentes du style normand, beaucoup plus chaudes que les précédentes, donc venant peut-être du sud de la France. Comme beaucoup de manuscrits, cette Bible a beaucoup voyagé. Le style du personnage s'inspire du style de la France. Il est possible que cette Bible ait été en partie décorée par un imagier formé en région poitevine, avant de rejoindre l'abbaye de la Sauve majeure. Toutes ces distances et ce travail énorme, juste pour un livre et tout à la main? Oui, l'invention de l'imprimerie ne date que de 1450, plus de 400 ans après cette Bible. Mais au fait, des moines, des monastères, des bibles, le livre, c'était juste une question de religion à ton époque, non? Alors d'abord, le livre au Moyen-Âge était rare. Déjà parce que sa production coûte cher, très cher, et aussi car très peu de gens savaient lire. Ensuite, le livre pouvait être, regarde bien, soit en effet à usage religieux pour la liturgie ou la prière, soit un moyen de transmettre un savoir comme la science ou l'histoire, soit un livre profane comme un roman de renard, ou encore des contes, des livres de recettes. Ah, c'est quand même varié. Mais ceux qui copient à la main, c'est toujours les moines? Ou moniales d'ailleurs. Et oui, des femmes étaient aussi copistes ou enlumineresses. Mais à partir des 12e, 13e siècles, les choses changent. Les laïcs s'y mettent. C'est la fin du monopole du clergé dans la production des manuscrits. Les villes deviennent plus importantes. Les personnes aisées commandent des livres. C'est aussi un symbole de richesse. Et les étudiants et maîtres des universités, qui sont créés à cette époque-là, ont besoin d'ouvrages pour étudier. Au XIIIe siècle, l'université de Paris comptait entre 3000 et 4000 étudiants. Tous les cursus se faisaient en latin. Ici, on a un riche commanditaire qui rencontre l'artisan qui produit son livre. Autour de lui, regarde tous les outils du copiste et de l'enlumineur. Les plumes, l'encre, les coquilles avec les pigments, les pinceaux et des livres déposés à plat sur une étagère. On les rangeait comme ça à l'époque. Décidément, comme les choses vont encore changer pour arriver au XXIe siècle, sortons un peu des réserves. Adieu la Bible. Regarde, Hildebert, ce qu'on a maintenant. Tous les livres qu'on veut. Plus de 300 000 dans cette très grande bibliothèque. Bon, mais n'oublie pas, Hildebert. Moi, je voudrais refaire un livre comme à ton époque. Je t'emmène dans un petit atelier 21e qui reproduit vos techniques. Mais alors, si on reprend tout du début, je commence par quoi pour un livre? Manuscrit, Lucie. Du latin manus, main, et scribere, écrire. Mais bref,
D'abord on fait le parchemin, avant l'apparition du papier qui se développera avec l'imprimerie. Et on le trouve où, le parchemin? Chez le parcheminier. Si, ce sont les moines ou des artisans spécialisés qui le fabriquent. Et voilà d'où ça vient. Ah, Hildebert, c'est dégueu. Et oui, à partir de peaux de mouton, de veau ou de chèvre, on trempe ces peaux dans l'eau et dans la chaux, on les tend, les débarrasse des poils, les sèche, les polit et on les blanchit à la chaux ou à la craie. Il faut beaucoup de peaux pour faire un livre. Par exemple, pour le livre de Kels, l'un des plus beaux manuscrits de l'Occident, il aura fallu 185 peaux de veau. Tout ce temps de préparation. Mais regarde, à partir de là, je te montre mes images qui bougent du 21e. Vidéo, du latin, vidéo, je vois, héhé. Oh, remarquable, c'est cela, oui. C'est la réglure, avec les espaces laissés pour les images. Regarde, comme à mon époque. On commence toujours par l'écriture. Les enlumineurs n'interviennent qu'après. Regarde sur ce manuscrit inachevé. On voit bien les espaces laissés pour les images. Tout à fait, Hildebert. On arrive à reproduire tout ça, même de nos jours. Et tu sais que l'on reproduit une vraie fausse lettre de la star? Tu sais, ta reine du 12e. Comment déjà? Oh, Aliénor, quel honneur! Quelle bonne idée! Quel goût divin! Oui, on parle de moi. Oh, Aliénor, c'est bien vous? Oui, c'est bien moi. Moi, Aliénor, duchesse d'Aquitaine et de Normandie, comtesse de Poitiers, reine d'Angleterre. Et j'ai été reine de France aussi. Et tu n'as pas tout vu. Ta reine superstar a même inspiré des enfants du 21e à copier et enluminer. Bon, ou barbouiller un peu pour certains. La lettre d'Aliénor. Quel honneur! Quel bon goût! Eh ben, elle avait la cote, Aliénor, dis donc. Cela m'a valu bien des difficultés. Mais j'ai essayé de faire valoir mes idées de souveraine et de mère. J'ai œuvré pour le rayonnement culturel de mes territoires en favorisant la littérature troubadouresque et la littérature arthurienne notamment. Je connaissais le latin, l'ancien français, l'ancien occitan. Quel pouvoir, quelle culture, quelle femme! Désolée d'interrompre Madame Aliénor et Fan Club, mais sinon les enfants là, ils utilisent de la gouache. Pas très Moyen-Âge ça, si? Ah non! Voilà les pigments que nous utilisons et leurs origines. Le bleu, le vert, le jaune, le rouge. C'est joli le doré là. C'est du faux? C'est de la feuille d'or, Lucie. D'ailleurs, le mot enluminure vient du latin illuminare, qui signifie briller, et de lumen, lumière, et désigne la présence de feuilles d'or dans les illustrations qui font briller le manuscrit. Pour la mise en œuvre, il faut d'abord passer un enduit pour que la feuille d'or adhère. Et on peut aussi jouer sur le relief. Nos petits copistes 21e siècle, ils utilisent ces outils-là qu'on peut retrouver ici, des plumes. Mais toi, Hildebert, de ton temps, vous utilisiez quoi? On utilise des plumes animales, d'ailleurs jusqu'au XVIIIe siècle, de préférence d'oie, coupées à une taille d'environ 20 cm. Il faut aussi enlever la graisse, les faire sécher dans la cendre, les tailler, et les refaire sécher jusqu'à 12 mois avant de les utiliser. D'où des ruptures de stock de plumes, comme vous diriez, vu les délais. Sérieux, Hildebert? Quel boulot! Et comme c'était long! Et sinon, les enfants ont pris de l'encre de Chine. Et la vôtre, elle venait d'où? On les fabrique à partir de substances végétales, comme la noix de Galles. C'est une noix qui a la gale? Non, c'est une réaction naturelle du chêne, suite à une piqûre ou à la ponte d'un insecte. La sève de l'arbre crée alors une noix qui entoure la larve. On sèche ces noix, et c'est ce qui est à l'origine de la teinte noire une fois broyée. Donc, votre encre, c'était ces noix écrasées? Oui, qu'on faisait bouillir ou macérer dans de l'eau, et on ajoutait un sel métallique, comme le sulfate de fer, et de la gomme arabique. Tout simplement. C'est fou. Bon, mais ça valait le coup, non? Regarde un peu, pour résumer, cette belle illustration. C'est Hildebert et son assistant Everwinus. Oh, trop chou! C'est un selfie de toi? Lucie, non! Lui, il vivait dans ce que vous appelez la République tchèque au début du XIIe siècle. Et ce sont les premiers, disons, artistes enlumineurs, connus par leur nom. Oh, les stars! Mais regarde ce que ça a donné du côté du 21e siècle. Bon, pas mal, non? Et alors attention, à vos plumes, je vous rappelle tous les ingrédients nécessaires pour refaire une page de manuscrit avec calligraphie et enluminure comme au temps d'Aliénor. Il faut du parchemin ou du papier rigide, beige de préférence. On peut le tremper dans du café pour un effet vieilli, une règle et un crayon à papier, une plume d'oie ou métallique ou un feutre biseauté, un calame, de la gouache et de la peinture dorée. Bien après ma mort, je le sais, on continuera à raconter mon histoire. Aliénor, duchesse d'Aquitaine et de Normandie, reine d'Angleterre. Oui, t'inquiète Aliénor, on ne t'oublie pas. Merci Hildebert et à très vite pour les tutos, chouette fringues et bon son comme au temps d'Aliénor.